Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, cette conférence débat est organisée par le comité de soutien du nouveau Front populaire du Pic Saint-Loup. Donc, ce comité en fait est constitué de plusieurs partis politiques. Certains membres sont là, donc le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, le NPA, Génération et la France insoumise. Au-delà des partis politiques, dans notre comité, il y a aussi des syndicalistes et notamment, on a la chance d'avoir le coprésident de la Confédération paysanne qui habite Saint-Mathieu. Et puis nous avons aussi des associations écologiques qui luttent localement contre certains projets écocides. Donc je nommerai SOS Oulala ou d'autres. Et nous avons notre mascotte Belaou qui nous suit depuis le début. Alors, quelles sont les actions que l'on mène localement ? Donc, principalement, c'est diffuser le programme du NFP en vue à ce qu'on ait un gouvernement et qui soit dirigé par Lucie Castet. Et si on a la chance qu'elle soit au gouvernement, de mettre en place toute une mécanique d'appuyer fortement, d'avoir un appui populaire fort pour que les différentes propositions du programme soient passées. Localement aussi, on essaye de soutenir un peu toutes les luttes locales, qu'elles soient d'ordre social ou écologique. Notamment au niveau social, on a soutenu par des lettres de soutien et par des contributions aux caisses de grève aux salariés de Keolis, qui est une entreprise qui opère autour de Agde et de Sète au niveau des transports en commun. Puis aussi, on a la volonté de se structurer et de mettre en place des réseaux de solidarité pour faire face à la menace du fascisme qui monte petit à petit. Voilà. Donc la conférence de ce soir, elle s'intègre, donc la conférence qui s'appelle « Tri social dans l'éducation nationale », elle s'inscrit dans cette démarche. Nous avons un peu cette volonté de créer des conditions pour que le débat politique revienne un peu dans nos villages. Alors on va parler d'école aujourd'hui, donc je suis bien entouré, je crois. Et quand on parle d'école, c'est d'émancipation, notamment ici à gauche. Et l'émancipation de l'être humain passe par le savoir et par sa transmission. Il constitue les fondements de notre République face à l'obscurantisme porté par des groupes d'individus dont le but final est d'instaurer et de pérenniser des rapports de domination. Vivre en démocratie nécessite l'accès gratuit à la connaissance et à l'acquisition de méthodes d'analyse pour la décrypter. Cela implique de déployer et de maintenir à l'échelle d'un pays une organisation structurelle qui tient compte des disparités géographiques, des différences de capital culturel et économique, de différences cognitives et bien d'autres points. C'est ce que l'on attend d'une école publique, laïque et gratuite. Mais celle-ci est mise à mal depuis de nombreuses années par les gouvernements néolibéraux qui se sont succédés. Elle sort terriblement affaiblie de 20 années de politique destructrice. Durant le premier quinquennat de Macron, Jean-Michel Blanquer a attaqué les fondements du service public d'éducation pour le livrer au marché. Les réformes néolibérales des 3 derniers quinquennats ont creusé les inégalités. Les gouvernements successifs se sont accommodés de l'échec de milliers d'élèves. Ils ont fait de l'éducation un marché, de l'élève et des parents, des clients, des enseignants, des exécutants, portant atteinte aux principes républicains d'égalité, de gratuité et de laïcité. L'austérité a dégradé les conditions d'études. Le manque d'enseignants conduit à ne plus assurer les remplacements de milliers d'heures de cours, en particulier dans les établissements de l'éducation prioritaire. Les fermetures d'écoles se sont multipliées. On compte depuis 2007 une école fermée par jour, principalement dans les zones rurales. La précarité aussi des enseignants s'est généralisée, donc notamment par le gel du point d'indice qui touche tous les fonctionnaires. La crise de recrutement a été exacerbée au cours de ces 2 derniers quinquennats. Les réformes du collège, du lycée et celles de l'accès à l'enseignement supérieur ont amplifié les inégalités. Toutes ces attaques volontaires contre l'éducation nationale ont ouvert la porte à la marchandisation et à la privatisation. Dorénavant, les grandes calibreuses du tri social peuvent opérer en toute liberté. Donc nous allons aborder tous ces points plus ou moins en détail avec nos intervenants d'aujourd'hui. Je vous laisse peut-être vous présenter. Moi, je vais vous montrer en quoi les directives et les injonctions qui sont données par le ministère depuis plusieurs années continuent d'accroître les inégalités scolaires
Et donc à travers ça, elle pose les jalons du tri social au sein de l'école. Donc je vais vous parler du choc des savoirs au niveau de l'école primaire, mais pas seulement. Je vais surtout essayer de montrer que le système scolaire français a un caractère inégalitaire et ségrégatif, dans lequel l'origine sociale des élèves a un poids vraiment réel. C'est dû entre autres à un sous-investissement chronique, car la France est un des pays qui donne le moins d'argent à l'éducation parmi les pays de l'OCDE, qui sont des pays globalement développés. Mais en tout cas, on est le pays qui investit le moins dans son éducation. Ce qui a été complètement assumé par Gabriel Attal l'année dernière. Il a dit s'adresser aux Français des classes moyennes qui financent par leur travail le fonctionnement des services publics et dont les enfants seraient empêchés de s'envoler. Et il a reconnu que le taux de réussite au brevet et sans doute au bac diminuera dans les années à venir, disant qu'il en avait conscience et qu'il l'assumait. Donc par là, il assume complètement le renoncement à l'élévation générale du niveau scolaire et à la démocratisation de la réussite scolaire. Donc ça passe au niveau des écoles par le choc des savoirs. Le premier thème dans lequel on retrouve ces idées, c'est les nouveaux programmes qui ont été publiés là récemment. Les programmes vont être remaniés donc pour les cycles 1 et 2, c'est-à-dire de la petite section de maternelle jusqu'au CE2. Et l'année prochaine, ce sera pour les niveaux du CM1, CM2, 6e. Donc il y a une refonte complète des programmes. Dans ces programmes, les enseignants sont dépourvus de leur rôle de concepteurs et de conceptrices de leur enseignement. Ils deviennent de simples exécutants. Il y a une imposition d'un cadrage temporel, c'est-à-dire qu'on nous dit quand faire les choses, où est-ce qu'on doit en être à tel moment de l'année, etc. Les notions qui sont abordées sont planifiées à l'avance et les enseignants n'ont plus la liberté d'adapter vraiment leur enseignement. On leur dit exactement quoi faire et quand. Donc les attendus de ces programmes ne sont pas du tout réalistes. Par exemple, en CP, on s'est basé sur un élève qui serait performant, voire calibré, avec des nombreux prérequis et qui n'aurait aucune difficulté, ce qui est complètement éloigné de la réalité de nos classes. C'est complètement en décalage et il y a une non-prise en compte des difficultés des élèves qui sont souvent les élèves de milieux défavorisés. Donc l'accent est mis dans ces programmes une fois de plus sur les apprentissages qu'on appelle fondamentaux, c'est-à-dire le lire, écrire, compter. On laisse complètement de côté tout ce qui peut être les apports culturels par les arts, l'histoire, la géographie. On se centre vraiment essentiellement sur apprendre à écrire, à lire. Alors que la recherche a montré que le fait de se recentrer sur ces seuls contenus ne solutionne pas du tout les difficultés scolaires. Et ce sont surtout les enfants de milieux populaires qui en pâtissent, puisqu'ils n'ont souvent, ils n'ont pas que l'école, mais l'école est vraiment une source d'ouverture pour eux, et donc on les en prive. En plus de refondre les programmes, on nous impose aussi une labellisation des manuels, donc en ce moment c'est pour les CP et les CE1, mais le but c'est d'imposer des manuels du CP à la terminale. Donc l'État financera certains types de manuels et pas d'autres. Donc ça va pousser les équipes enseignantes à se servir de ces manuels et donc ça vient à l'encontre aussi de notre liberté pédagogique puisqu'on est censé pouvoir choisir la méthode qui nous convient et avec laquelle on est le plus à l'aise. En plus donc de ces deux notions, on nous a aussi donné plus la possibilité de faire redoubler les élèves, alors que le redoublement, depuis des années, est dénoncé par les chercheurs comme étant inefficace. Donc c'est quelque chose à laquelle on évitait jusqu'à maintenant d'avoir recours, mais là, il y a plus de... On ne mettra plus de barrage aux enseignants pour faire redoubler les élèves. Au niveau de l'OCDE, les pays
qui réussissent le mieux n'imposent pas de redoublement aux élèves. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune influence du redoublement sur la réussite. Et c'est encore une fois aussi le redoublement qui est proposé majoritairement aux élèves issus de milieux populaires. Donc ces élèves, on leur fait porter le poids de leur échec et on renforce encore plus les inégalités. En plus du redoublement, on a aussi recours beaucoup depuis plusieurs années à l'augmentation des prises en charge individualisées, c'est-à-dire qu'on va proposer des temps de ce qu'on appelle remédiation aux élèves, mais qui vont se faire en dehors des temps de classe et le but c'est de privilégier d'avoir des petits groupes d'élèves. Mais ces dispositifs, en fait, alors il y a des dispositifs qui ont lieu aussi sur temps scolaire. Et en fait, ces élèves-là sont stigmatisés, sont sortis de la classe. Donc il n'y a plus le lien qu'il peut y avoir pour eux entre l'apprentissage et le fait d'être dans leur classe avec leurs enseignants, etc. Ce sont des méthodes qui ne sont pas très efficaces, même si ponctuellement ça peut l'être. Mais en tout cas, le fait de vouloir proposer aux élèves des stages pendant les vacances, de les enlever de leur classe pour les prendre en petits groupes régulièrement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Donc en plus du redoublement, de la labellisation des manuels et des programmes, la nouveauté de cette année, c'est la généralisation des évaluations nationales qui sont standardisées, c'est-à-dire que tous les élèves de France passent les mêmes évaluations sur le même temps. Donc, c'est-à-dire que par exemple moi en CP, j'ai eu 2 semaines pour faire passer les évaluations et tous les CP de France ont passé les mêmes que mes élèves. Donc elles ont été généralisées du CP jusqu'à la seconde. Donc c'est-à-dire que pendant toute leur scolarité, les enfants seront évalués en début d'année et au CP on les refait passer en milieu d'année aussi. Ils vont avoir tous les ans des évaluations nationales à passer. C'est un véritable outil de tri des élèves puisqu'on va les évaluer régulièrement. On rend compte des évaluations avec des graphiques aux parents. Donc c'est quelque chose qui est hyper calibré. Et c'est aussi un outil de contrôle du travail des enseignants et un pilotage du système. C'est-à-dire que tout va fonctionner en fonction de ces évaluations. Le problème, c'est qu'on va aussi tendre à réduire l'apprentissage à ce qu'on va chercher à évaluer dans ces évaluations. C'est-à-dire que pour l'instant, les enseignants ont évalué nos élèves, et on continue de le faire évidemment, on évaluait nos élèves par rapport à ce qu'on travaillait nous en classe. Le danger de ces évaluations-là, c'est qu'on va vouloir tendre à ce que nos élèves aient de bons résultats, et donc on va essayer d'aller dans ces horizons-là, au détriment de choses qu'on fait habituellement et qu'on va peut-être devoir laisser de côté parce qu'on va vouloir que nos élèves aient un bon taux de réussite. Donc là, on se détache complètement des élèves, on ne se centre plus sur leurs besoins, on ne se centre pas sur nos pratiques, on va devoir rentrer dans une norme et pour les enseignants, c'est vraiment une remise en cause de leur liberté pédagogique. Ces évaluations, ici en France, donc on les impose à tous les élèves de France. Dans les autres pays, on n'a pas recours, les autres pays qui participent aux évaluations PISA, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le PISA, alors je ne me souviens jamais de l'acronyme en entier. C'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Donc en fait, c'est là que justement on regarde le niveau des élèves, mais on compare en fait des pays qui n'ont pas les mêmes pratiques, qui n'ont pas les mêmes investissements dans l'éducation, puisque je vous disais que par exemple la France investit beaucoup moins dans l'éducation par rapport à d'autres pays, et on va comparer entre eux les résultats des élèves de ces pays. Et donc, je reviens à ce que je disais. J'ai perdu le fil.
On va vouloir coller, voilà, le but de faire des évaluations nationales, c'est pour montrer le niveau de nos élèves par rapport aux autres pays. Sauf que dans ces autres pays, on n'impose pas d'évaluation à tous les élèves du pays. On fait des évaluations qu'on appelle par panel, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de la population et on se base là-dessus pour avoir le niveau. Alors qu'ici en France, on nous dit c'est pour savoir comment on se situe par rapport aux autres pays. Donc c'est en fait complètement inutile de le faire puisque les autres pays ne le font pas. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est une volonté de maîtriser ce que les enseignants font dans leur classe et c'est de nous imposer les contenus de ce qu'on devrait enseigner. Donc ces évaluations, elles deviennent... ça va être la pierre angulaire, en tout cas au niveau de l'école primaire, du tri social et c'est ce qui fait aussi l'essence du choc des savoirs. Puisque, comme je vous disais, on va les évaluer chaque année et on va avoir une vision pour chaque élève de ce qu'il a réussi à faire. Et pour les enseignants, on va devoir coller à ces évaluations. Alors, en dehors du choc des savoirs, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place au fil des ans et qui vont participer aux inégalités scolaires, mais de façon un peu détournée. Par exemple, il y a la loi RIAC qui est sortie qui est mise en place progressivement depuis 2022 et qui vise en fait à mettre les directeurs d'école en position hiérarchique par rapport à leurs équipes. Alors que jusque-là, ce n'était pas du tout le cas. Le directeur ou la directrice, c'était un collègue qui était là pour animer l'équipe, etc., mais qui n'avait pas d'autorité sur les autres enseignants dans l'école. Et donc là, on est en train petit à petit de leur donner de plus en plus d'autorité. Le but étant derrière ça de contrôler ce que font les enseignants dans les écoles. Donc les directeurs, sous couvert d'avoir plus de pouvoir, vont pouvoir faire passer tout ce que le ministère veut faire passer dans les écoles. Donc on va pouvoir nous imposer plus facilement et on va moins pouvoir lutter contre les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc cette position hiérarchique va aller avec ce qu'on appelle les évaluations d'école qui commencent à être mises en place, contre lesquelles on essaye de lutter, mais c'est vraiment très difficile. Et les évaluations d'école, elles consistent à faire une auto-évaluation. Donc ce sont les enseignants avec les directeurs et directrices d'école qui vont essayer d'analyser leurs besoins, etc. pour leur école. Mais après ça, il va y avoir aussi des évaluateurs externes qui peuvent être des inspecteurs de l'éducation nationale, le DAZEN, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale, qui est le grand supérieur hiérarchique. Mais il y a aussi, donc ça paraît quand même à peu près logique, mais on va aussi demander aux parents d'élèves d'évaluer l'école en leur faisant passer des questionnaires. Et ça peut être des questions et même pour les élèves, des questionnaires. Est-ce que tu trouves que le professeur t'aide bien en classe, ce genre de choses. Donc ça fait que l'école va être vraiment soumise à l'avis des parents et des élèves. Pourquoi pas en soi, faire un échange, mais sauf que là, ce qui fait peur, c'est d'aller vers un clientélisme des parents d'élèves ou des élèves eux-mêmes. Et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on défend pour l'enseignement public, parce qu'on ne veut pas d'une école qui soit non plus pilotée par des consommateurs. Et donc le fait d'avoir des directeurs ou directrices d'école qui orchestrent tout ça, ça va faire que les enseignants vont avoir de moins en moins leur mot à dire, sachant également que les directeurs,
seront évalués tous les 3 ou 5 ans. 5, ouais, c'est ça. Et que si on juge que ça ne va pas, qu'ils ne font pas les choses comme il faut, on pourra leur dire vous n'êtes plus directeur et puis on prendra quelqu'un d'autre. Donc en fait, tout s'articule pour que le ministère puisse faire passer ce qu'il veut faire passer au niveau des contenus, au niveau de la gestion. Donc on est vraiment dans une idée de management, alors que c'était vraiment pas comme ça il y a encore quelques années. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai pas regardé le temps, mais il y aura des questions de toute façon. Il y aura des questions. Et si j'ai oublié quelque chose, je vous dirai. Merci Jordan. Non, mais dans le cadre du nouvel outil syndical, on va faire un tour FSU puis CGT. Oh là là, Voilà. il est mignon comme ça. Voilà, on alterne. Bon, ok. Oui, on va pouvoir discuter sur la fusion de la CGT et de la FSU. Une fusion, c'est un nouvel outil syndical. Voilà. Ou une maison commune, ça dépend des versions. Alors, moi je suis en lycée professionnel et depuis que j'enseigne en lycée pro, la question que je me pose et que du coup que je vais poser là ce soir, c'est pourquoi sont-ils aussi méchants? D'abord parce qu'ils sont méchants, hein. Ça c'est vrai. Tout ce qui a été développé sur le New Public Management, sur la compétition en permanence, sur la concurrence, sur la volonté de faire des économies dans les budgets, tout ça, ça participe quand même d'un projet politique violent vis-à-vis des personnels de l'éducation nationale et des élèves qui sont des enfants. Hein, donc on a une violence éducative vis-à-vis d'enfants, ça c'est certain. Mais il y a aussi un projet politique derrière. Puisque l'école a de tout temps, en France ou ailleurs, c'est un objet politique qui a pour objet de socialiser les jeunes et derrière d'avoir des adultes. Moi, je suis en lycée pro, et donc du coup, ces questions-là, elles sont importantes vis-à-vis, et je suis à la Confédération Générale du Travail, par rapport aux futurs salariés qu'on va avoir en France. Et donc le début de mon intervention, c'est sur la question des qualifications. Une qualification, juste pour le dire très très vite, c'est souvent validé par un diplôme, voilà, et ça va donner à la personne qui a une qualification un niveau d'expertise sur un métier, un geste de travail, voilà, et qui va lui permettre en plus d'avoir une forme d'émancipation par rapport à son seul geste de travail, puisqu'il doit être en capacité d'être assez autonome par rapport à son métier. D'avoir la capacité d'intervenir sur son lieu de travail, sur son outil de travail pour proposer des améliorations ou pas, etc. etc. Et quand il y a cette qualification apportée par le salarié, parce qu'elle a été validée par l'institution, quelle que soit l'institution, en face, son employeur doit lui garantir un niveau de salaire et un niveau de conditions de travail. Voilà, ça c'est le truc classique qu'on a en France, qui n'a pas été gagné totalement sainement et forcément que par les luttes, parce que le patronat forcément ça lui plaît pas trop, mais en tout cas c'est la situation telle qu'on le connaît assez. En fait, depuis maintenant 25-30 ans, l'idée de détruire les qualifications, c'est ça qui sont en tête. Et en particulier au niveau des lycées professionnels, nous on l'a vu arriver de manière très très forte via ce qu'on appelle les compétences. Alors les compétences, et mes collègues pourront en parler aussi dans le premier degré au collège, en fait c'est un mot aussi qui existe, les compétences. Et nous les compétences, ça a un sens très précis parce que les compétences c'est une toute petite partie d'une qualification. En fait un geste de travail. Et quel que dit le patronat, c'est moi je préfère quand même avoir un salarié qui sache faire ça, mais que ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Et la conséquence, ça va être quoi? Au niveau des grilles de salaire des salariés, c'est ce qui se négocie actuellement. Alors quand je dis actuellement, en fait, ça fait 4 ans. Entre l'UIMM, c'est en fait les descendants des maîtres des forges. Voilà. Le patronat bien sympathique et dont on connaît le côté social et les organisations syndicales. La proposition du patronat, c'est de dire plus de qualification comme référence au niveau des salaires, uniquement des compétences.
une des conséquences, c'est si une compétence est déclassée, puisqu'il y a une nouvelle compétence qui permet que le geste de travail soit plus important, ça permettra de baisser le salaire, comme ça les choses sont bien faites. Une autre conséquence de cette logique, c'est le développement à outrance de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est en fait des jeunes, et maintenant moins jeunes, hein, puisque l'idée c'est que ça soit pour tout le monde, de personnes qui ont un contrat de travail, en fait, un contrat d'apprentissage, où la personne qui apprend, ils ont même trouvé un mot, ça s'appelle un apprenant. Moi, dans mon lycée, on ne parle plus d'élève, on parle d'apprenant. Et donc l'apprenant, il apprend pas un métier, en vrai, il apprend un geste de travail avec telle personne. Alors souvent, on a affaire à des petits patrons, c'est des petites boîtes, parfois ils sont un ou deux. Ce pas des gens malhonnêtes et qui sont dans un objectif de pressurer les salariés. Simplement, la conséquence par rapport à ce qui est appris par l'apprenant, donc c'est simplement un geste de travail, pas un métier. Et si il se retrouve, cette personne se retrouve à devoir changer d'entreprise, elle va se retrouver en difficulté par rapport à ce qu'elle a pu apprendre, ce qui a pourtant été validé par un diplôme. Voilà. Donc il y a ça qui se passe. On a donc affaire au premier sens du terme, à un enjeu de classe. On est vraiment là, classe contre classe, sur ces attaques de fond, sur les qualifications, sur les diplômes et donc sur l'école, avec une classe dominante qui a très bien compris comment petit à petit détricoter tout ce qui fait un peu la sécurité des salariés et puis leur émancipation. Ce qui fait que nous, en lycée professionnel, moi, j'y suis depuis 25 ans, et en 25 ans, j'ai vu un nombre de réformes de dingue qui, petit à petit, en fait, produisent ça. Quand je suis arrivé en lycée pro, il y avait ce qu'on appelle le BEP. Ça vous dit quelque chose, hein? Bon, ça n'existe plus maintenant, en fait. Et en fait, l'idée, c'était 2 ans à la sortie du troisième. Les jeunes, on leur faisait passer un BEP, qui était un diplôme qui était reconnu, voilà, par une bonne partie du patron, mais qui servait aussi de remédiation scolaire par rapport à toutes les difficultés que pouvaient avoir les jeunes. Puisqu'on se le dit tranquillement, le lycée professionnel, c'est une voie d'orientation par défaut. Voilà. Et c'est une voie d'orientation par défaut de classe, en plus. Donc, ces jeunes, 2 ans de BEP, certains, voilà, allaient après travailler. Et les autres, en fait, on continuait en bac pro. 2 ans encore de bac professionnel. Donc en fait, 4 années pour arriver à un bac pro, en prenant le temps de retravailler sur les savoirs scolaires académiques, les maths, etc. Bon, j'ai académique parce qu'on reparlera des savoirs. Et les savoirs professionnels, on avait le temps d'y travailler. Puis il y avait un vrai lien avec les entreprises. Hein. Moi, à cette époque-là, j'étais à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. On avait des jeunes qui apprenaient à réparer les machines à laver et ce genre de choses. Bon, donc on travaillait avec Darty, qui nous les prenait en stage, et certains, ils nous les prenaient après. Voilà. Et bon, ils ont décidé que c'était pas bien, parce que ça coûtait trop d'argent et que les jeunes étaient trop qualifiés. Donc ils ont décidé de, petit à petit, à passer au bac pro 3 ans. Bac pro 3 ans, ça veut dire quoi? On supprime une année. Direct. Bon. Le patronat a appelé ça le bac pro avec mention emploi. Bon. Du coup, moins de temps pour pouvoir faire ce travail de remédiation, ce travail d'apprentissage d'un métier. Et puis, ils en ont profité pour, du coup, revoir les contenus des diplômes. La conséquence a été, par exemple, sur l'exemple de Darty que je donnais. Darty a dit, nous, on arrête un. Parce qu'en fait, les jeunes que vous nous envoyez, ça va pas du tout. Ils ne savent plus faire grand-chose et on n'est pas là pour leur apprendre le métier, c'est vous qui le faites. Nous, on les prend en stage. C'est pas la même chose. Voilà. Ce qui a abouti petit à petit, en fait, à la disparition donc, du BEP, qui à un moment était maintenu de manière un peu fictive au milieu de l'année de la première, mais bon, au bout d'un moment, tout le monde s'est dit, bon, en fait, on arrête de mentir, donc il n'y a plus de BEP. Tout en maintenant en parallèle, vous savez, le CAP. Le CAP, c'est pareil, à la sortie de la troisième, 2 années, et on obtient un CAP qui est un diplôme professionnel, mais d'un moindre niveau en termes de qualification. Mais ce nouveau système fait que
il y a eu un tri encore plus violent qui a été fait, puisque les élèves en CAP, ce sont quasiment exclusivement des jeunes, soit qui sont migrants, soit qui sortent des SECPA. Le choix a été fait de faire un truc comme ça. Je vais vous dire, en termes de ce que imaginent ces gouvernements sur ce qu'est la norme d'un élève, hein, j'en parlerai pas là, mais on pourrait dire des choses sur ce qu'on appelle les élèves à besoins éducatifs particuliers, en fait les élèves à situation de handicap. On n'a pas le droit de dire handicap. Et donc ça veut dire beaucoup sur ce qu'ils imaginent dans leur tête, ce qu'est un élève normal, en fait. Un élève normal, c'est un bon travailleur et un soldat. En fait, c'est ça, hein, dans leur tête. Bon, bref. Et donc, on aboutit à une situation aujourd'hui où, encore une autre réforme, ils ont inventé les familles des métiers. Alors, c'est quoi les familles des métiers? C'est-à-dire que les mômes qui arrivent donc en lycée professionnel doivent choisir une grande famille. Bon, la grande famille, moi, par exemple, à Vinci, je vous donne 2 exemples. À Montpellier, c'est plomberie, électricité. Parce qu'il y a des tuyaux, c'est rond, donc il y a un lien. Ou alors, c'est métallerie, gros œuvre. Bon, là, j'ai plus de mal. Mais en vrai, la situation, c'est que les élèves qui sortent de 3e font des vœux. Bien. Moi, dans mon lycée, la filière gros œuvre métallerie, ça s'appelle MCDB. Les profs de 3e, et c'est pas de leur faute, hein, et les parents des mômes, c'est encore pire, et les mômes, je vous raconte pas, ils voient que le B, c'est marqué bâtiment. Donc ils vont se dire, on va faire maçonnerie. Bah, en fait, non. Pas du tout. Donc, du coup, ils arrivent en seconde professionnelle au lycée Léonard de Vinci. En seconde MCDB, on leur dit, donc tu vas choisir entre métallerie, c'est éloigné de la maçonnerie, ou gros œuvre. Le gros œuvre, c'est essentiellement d'être capable de gérer des chantiers. On ne fait pas de la maçonnerie, quoi. Il y a un CAP maçonnerie, par ailleurs. Bon. Et donc, en fait, des jeunes qui se retrouvent dégoûtés, trouvent que c'est injuste, qui boudent, qui perturbent les cours, et on aboutit à quoi? À des classes qu'on dit difficiles. Les MCDB, cette année, ils sont insupportables. Il y a 3 conseils de discipline. Mais moi, je pense qu'à 13, 14 ans, si je me retrouve dans une classe où je comprends qu'en fait, je me suis fait avoir, et que derrière, j'ai 3 années où je ne sais pas dans quoi je serais un peu pas très content. Nous, les organisations syndicales, on n'est pas membre du NFP. Par contre, on a fait un choix politique, que ce soit la FSU ou la CGT, de soutenir et de participer à la campagne. Parce qu'il y avait le danger de l'extrême droite, mais parce qu'il y avait aussi, pour nous, en fait, la CGT a toujours eu un positionnement politique. Hein, et elle l'aura toujours. Parfois, c'était un tout petit peu des positionnements politiques légèrement sectaires et stalinien. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, il va se marrer. Et en tout état de cause, aujourd'hui, on est très clairement sur 1, il y a un danger très clair du fascisme. 2, la réponse, elle doit être en réponse positive et en rupture. Première rupture par rapport à la Macronie. Et après, à notre avis, en rupture avec le néolibéralisme et in fine en rupture avec le capitalisme. Voilà. Et donc, du coup, les discussions telles qu'on les a aujourd'hui, ça permet aussi d'enrichir ce programme, d'avoir des échanges en permanence. On sait qu'au niveau national, les organisations syndicales, nos chefs, discutent avec les chefs de parti par rapport... Là, il y a eu des grosses discussions par rapport aux retraites, par exemple. Quel était notre avis sur... et puis, on est plutôt d'accord sur la promotion du RN, sur... soi-disant revenir sur la réforme de retraite à 64 ans, on était tous tombés d'accord sur le fait que c'était une arnaque, leur proposition. Ce genre de choses. Voilà ce que je veux dire. Et donc, franchement, si le programme du NFP était appliqué, ça ferait déjà beaucoup, beaucoup de bien. Et ça ferait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, parce que ça permettrait aussi de rebondir d'une autre façon. Vous voyez, de la manière dont on l'a dit, on était beaucoup sur la défensive, en fait. Et de rompre avec ça, eh ben, c'est déjà très très important. Et en combien de temps on peut restaurer ce programme du NFP? Il faudrait 20 ans, 2 ans, 3 ans? Pour nous, c'est un truc urgent. Ouais. Sur l'école, c'est très simple. La Macronie, ils font pas beaucoup de lois. Hein. L'école, en fait, quasiment, c'est que des décrets. Sur le code de l'éducation, ils ont... Donc rien que par décret, on peut faire déjà plein de choses. Oui. Donc un Premier ministre par décret, sur l'école, il y a plein de choses à faire.
C'est une première application, c'est Oui, Jules c'est Ferry ça. qui a lancé ça dans C'est l'histoire. Il trouvait que c'était trop dur de changer le système, il a dit on va faire par décret. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Et sur l'école, c'est très facile par décret. Par exemple, décret, on supprime Choc des Savoirs, décret, on supprime Parcoursup. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. La réforme des retraites, ça c'est sûr. Et sur les questions, on en a besoin aussi. Voilà. Alors, les questions au fond, madame. Je vais descendre un peu Ouais. dans des basses sphères. J'avais une question sur l'évolution des programmes de maternelle parce que, oh là là, j'ai observé que c'était un peu catastrophique, que la grande section de maternelle était devenue un pré-CP, c'était pas du tout l'esprit de la maternelle il y a 20 ans par exemple, 40 ans. Et je voulais savoir si les syndicats se positionnaient sur cette question qui me paraît très importante. En particulier par rapport au thème de votre intervention, parce que évidemment ça creuse les inégalités, ça c'est sûr. Oui, enfin, les nouveaux programmes, c'est assez catastrophique. Alors, je ne suis pas spécialiste de la maternelle, même si j'ai des CP, donc ça va me concerner, hein, mais je vous avoue que je n'ai pas épluché les programmes, en tout cas pour l'instant. Mais oui, ce qui en ressort, c'est que on prépare les enfants de maternelle à l'entrée au CP dès la grande section, voire même avant. Et même, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, par rapport à ces fameuses évaluations nationales, donc elles ne concernent pas la maternelle, mais il existe des livres en vente pour préparer les enfants de moyenne section et de grande section aux évaluations de CP. Donc le tunnel, C'est très grave. ouais. Ça, c'est Ah oui, Ça fait partie des choses. bien sûr. C'est, on est vraiment dans une idée ce sont des programmes qui sont faits pour orienter notre enseignement et on aura quasiment plus de marge de manœuvre, enfin avec les pressions qu'on va avoir par rapport à ces fameux résultats d'évaluation nationale. Si on veut avoir, comment dire, la hiérarchie, elle met une pression sur les enseignants par rapport à leurs résultats. Pour l'instant, ça se fait, il y en a, c'est-à-dire qu'on va nous imposer des réunions, nous dire mais tu as vu tes résultats là quand même, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux? Et en fait, ça va s'amplifier, on le sait. Et donc, tout va devoir être mis en œuvre pour qu'on ait des bons résultats. Et on peut tout à fait imaginer que dans quelques années, on sera même payé au mérite selon les résultats de nos élèves aux évaluations. Enfin, et c'est le but, enfin, c'est de piloter vraiment par rapport à ça. Et donc, les programmes qui sont en ce moment, qui sont écrits, ils vont aller vraiment dans ce tunnel-là. Et en fait, jusqu'à maintenant, parce que les évaluations nationales, elles existaient déjà, moi, en tant que maîtresse de CP, ça fait plusieurs années que je les fais passer, à mon grand désespoir. Mais j'ai perdu le fil encore une fois. Ouais, voilà. Non, je suis très fatiguée, excusez-moi. Non, mais ça reviendra. Ça va revenir. On a deux questions, Ouais, il y avait allez-y. trois. Marie-Cécile, Jean-Luc et après Yvan. Marie-Cécile. Oui, toutes ces réformes de la maternelle, comme d'ailleurs c'est le cas après dans le primaire et lycée, etc. Mais est-ce que c'est l'objectif néolibéral, ça n'est pas de dégoûter les parents, puisque ça ne concernerait que l'éducation nationale, ces notations, évaluations, de dégoûter les parents qui peuvent se le permettre, de les laisser dans l'école publique pour, une fois de plus, les envoyer dans le privé, en fait, petit à petit, vider les écoles publiques et donc remplir un des objectifs serait celui-là, voilà, à travers ces évaluations, etc., c'est dégoûter les parents. Et donc la question, ce serait, est-ce que dans les écoles privées, ils ont ce genre de notation, d'évaluation ou pas du tout? Jordan. Non, mais justement, ça, on l'a vu déjà justement sur l'application du choc des savoirs. L'application du choc des savoirs n'est imposée qu'à l'école publique.
l'école privée sous contrat ne l'applique pas. Et c'est justement un argument de recrutement. Donc voilà. De manière générale, depuis Blanquer, tous les dispositifs d'argent qui sont donnés pour des projets ont été rendus accessibles. Parce que vous savez, hein, nos syndicats portent quand même l'abrogation de la loi Debré depuis très longtemps. Hein. Et c'est toujours le cas. Nous, on porte l'abrogation stricte de la loi Debré et du financement et du conventionnement de l'école privée. Ça, qu'on soit clair là-dessus, quand on dit que le programme du NFP va pas assez loin, ça en fait partie des choses. Nous, on veut aller plus loin. Privé, argent public, école publique. On est resté là-dessus, on restera toujours là-dessus. Mais justement, le privé joue de ça. Ils arrivent depuis Blanquer à avoir plein de dispositifs pour capter notre argent, des conneries qui mettent le ministère, mais des sortes de mots. Il y avait les projets, là, les CLA, les contrats locaux, voilà, de projets. Ils arrivent à détourner toujours plus d'argent public vers l'école privée. Au point que l'an dernier, d'ailleurs, il y a eu une polémique sur le fait que le ministère n'est même pas en capacité, et les régions aussi, d'évaluer exactement l'argent qui est donné à l'école privée. Donc c'est tout ça, ça fait système. Hein. Donc l'école privée, elle a des fois tous les moyens de l'école publique, et même plus, vu qu'elle a l'argent des parents, sans les contraintes. Donc il faut le dire. Hein. Non, mais ils font des évaluations, c'était ça. Mais ils en font aussi. Mais Vas-y. sur l'école privée, non mais je partage totalement ce que vient de dire Jordan, mais je précise quand même, sur l'école privée, je pense qu'une des raisons qu'il favorise l'enseignement privé sous contrat, parce qu'on parle de ça, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, un enseignement privé où les personnels enseignants sont payés par l'État, bon, c'est aussi parce que c'est plus facile de faire passer les réformes de fond et que l'enseignement catholique, qui est ultra majoritaire dans l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement catholique, ça lui va sur le fond, ce qui est proposé. D'avoir une école à 2 vitesses qui fait passer des réformes concurrentielles, etc., etc. Parce que les personnels, la camarade l'a dit tout à l'heure, les personnels sont pressurés. Les personnels enseignants ne sont pas fonctionnaires, hein, sont équivalents de contractuels en vrai. On leur doit que la moitié du temps. Au niveau de la retraite, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir pour les personnels enseignants. S'ajoutent tous les autres personnels qui sont payés directement par les OGEC, les organismes de gestion de l'enseignement catholique, sur des situations, vous imaginez bien le truc, et derrière, il y a une véritable rente. Regardez où sont placés les établissements scolaires dans Montpellier. C'est du centre-ville. À Toulouse, c'est encore pire. Comment ils se font du blé? Toutes les subventions. Aux élections professionnelles. Donc il y a quand même une écoute sur cette revendication de fond. Jean-Luc. Moi, je voulais intervenir sur le terme d'évaluation là, est employé sans arrêt. On voit bien que c'est un dispositif qui est central et qui nous implique tous. Je veux dire, on est dans une société maintenant de l'évaluation et de l'auto-évaluation permanente. Alors nous, en tant que citoyens, en tant que tous ceux qu'on est là, on est sollicités sans arrêt pour des évaluations de ceci, de cela. Vous téléphonez à votre assurance, immédiatement après, vous avez une demande d'évaluation de ce qui s'est passé avec votre agent d'assurance ou votre gars de la mutuelle, etc. Il faut refuser. Moi, par principe, je refuse toutes les évaluations, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Toutes. Jamais. Et quand c'est quelqu'un que j'ai en face de moi qui me dit oui, mais moi j'ai besoin de. Je dis je suis désolé, mais moi par principe, même si je peux vous dire que
le travail que vous avez fait là est formidable. J'ai eu une très bonne relation personnelle avec vous et tout, mais je ne vous évaluerai pas, je refuse systématiquement toutes les évaluations. Et je pense que nous tous, nous devons agir de cette sorte-là. Refuser toute évaluation. Refuser la collaboration. Ouais, moi je reviendrai après. Il y a une autre Moi, c'est juste par rapport à l'interpellation de je sais plus qui sur et comment on le met en place et en combien de temps le programme du Nouveau Front Populaire. D'abord, le programme du Nouveau Front Populaire, il a été construit en quelques semaines, quelques mois, par 4 grandes organisations politiques, soutenues ensuite et fortement par des syndicats et des associations, mais ça s'est mis en place en 2 mois, 3 mois, j'ai plus l'idée. Donc, il est évident qu'il ne reprend pas les subtilités ou les finesses ou tous les déroulements de chacune des organisations politiques. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, quand on a un comité de soutien au Nouveau Front Populaire ici, ce qu'on se dit ici, on va en parler, on va le faire remonter, ça va se discuter, ça va contribuer à un éventuel, pas un éventuel, ça va contribuer à un enrichissement du programme du Nouveau Front Populaire. Le Nouveau Front Populaire, juste pour répondre à la question sur l'éducation, en combien de temps, parce que Jordan disait, ça peut se faire tout de suite par décret. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le programme du Nouveau Front Populaire, c'était les 15 jours, les 100 jours et l'année. Hein, ben, c'est dans les 100. C'est dans les 100 jours, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe, les dotations en fonction de la mixité sociale, la suppression de Parcoursup, etc. Tout ça, ça peut se faire dans les 100 jours, c'est-à-dire dans une période. Alors à l'époque, on disait la période estivale, mais bon, il se trouve que c'est décalé, alors on y arrivera plus tard. Dans les 5 jours qui suivront la prochaine élection, où le Nouveau Front Populaire sera majoritaire. Voilà, donc c'était juste cet élément que je voulais donner. Je voulais donner une information qui va un peu dans le sens que c'est pas du tout l'objet de ce soir, et ça va dans le même sens de ce que dit Marie. Je suis administrateur du CNFPT, pour mon syndicat, la CGT. Le CNFPT, c'est l'organisme de formation des fonctionnaires territoriaux. 2 millions de personnes, une paille. Les collectivités territoriales, c'est les mairies, les départements, les régions, etc. Il y a 15 jours, l'Assemblée Générale des maires Horizon, le parti, je crois, qui a été fondé par l'ancien Premier ministre, qui est du côté du Nord-Ouest, et présidé par le maire de Nice, dont je ne me souviens pas le nom non plus, demandait la suppression du CNFPT. C'est-à-dire que notre organisme de formation, celui qu'on finance avec nos cotisations tous les mois, avec les masses salariales des collectivités territoriales, il proposait de le supprimer pour économiser pour les collectivités territoriales 1% de la masse salariale. Donc c'est l'éducation nationale, mais c'est la formation, et ça correspond, ça va dans le sens de ce que disait Marie tout à l'heure, il y a une attaque véritable. Un système de taylorisation qui se met en place petit à petit, où on prépare des mauvaises recettes de cuisine que l'intelligence artificielle pourrait vous mettre en place pour vous suppléer. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que dans ce monde-là néolibéral, on est au 21e siècle, il y a l'IA qui est là et qui est dans lequel il y a beaucoup de gens qui portent d'espoir. Hein. Vous avez vu aux États-Unis ce qui se passe. Est-ce que, justement, dans leur vision un peu de suprémaciste, blanc, tout ça, ils envisageraient ça, de dire, vous remplacer, après avoir formaté tous les niveaux de formation, de vous remplacer par le numérique et l'intelligence artificielle. De toute façon, alors ça c'est leur grand rêve, mais alors ce qui a été rigolo, c'est quand ils ont essayé pendant le Covid. Parce qu'ils se sont partis d'un principe premier qui était faux. Ils se sont dit, les élèves, ils sont nés dans une époque du numérique, donc ils savent tous se servir du numérique. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Il n'y avait aucun matériel qui était capable de supporter les visios pour l'ensemble des enseignants, parce que les bandes passantes fournies par les régions et les départements étaient en dessous de tout. Le matériel n'est pas partout, parce que ça voudrait dire nous fournir en plus du matériel. Donc, voilà, je veux dire, déjà rien qu'avec le numérique de base, ils n'y arrivent pas. Mais l'idée de l'IA est en train de venir, hein. Dans le choc des savoirs de Gabriel Attal, il a proposé de mettre en place des parcours de soutien aux secondes avec des IA.
ils commencent déjà. Hein. Et là, cette année, déjà, ils ont commencé toutes les formations. Comment utiliser l'IA dans sa pédagogie. Ils sont en train. Donc, ils sont en train de le faire. Comment être un bon exécutant. Et ils sont vraiment en train de moduler ça. Hein. Sur le collège, c'est ce qui est prévu. C'est vraiment une liste de compétences psychosociales pour répondre aux besoins de la société, en tout cas, vus par les néolibéraux. Donc, ils y viennent, mais complètement de manière... Il faut savoir qu'il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. Hein. Ouais, c'est le mais eux, la santé mentale, on a vu ce qu'ils ont fait du système psychiatrique en France. Monsieur, je crois que c'est une question. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi je suis Romain, je suis enseignant à Montpellier aussi. Déjà avant tout, je voulais remercier d'avoir organisé la conférence de ce soir, conférence débat, et puis merci aux camarades des syndicats d'être venus parce que c'est notable, je pense, ces rendez-vous entre des comités de soutien du Nouveau Front Populaire et puis des organisations syndicales, donc c'est pas rien. Donc il faut vraiment que ça se multiplie et c'est vraiment très bien. Ça permet de discuter de métier à engagement politique. Moi je voulais avoir votre avis sur la place de l'école dans la lutte contre l'extrême droite. Et pourquoi je pose cette question? Parce que dans les études sociologiques sur l'électorat du RN, il y a, en premier bien sûr c'est le racisme qui structure le truc et comment on peut avoir des politiques sociales qui sont structurées là-dessus avec la politique de préférence nationale. Mais le deuxième truc qui revient, c'est un électorat qui s'est retrouvé en échec scolaire. Donc c'est des parents qui se sont retrouvés éjectés du système scolaire, qui se sont déverdus d'une manière ou d'une autre, et qui se retrouvent, alors ils ne sont pas dans la merde totale, hein, mais qui se retrouvent du coup avec un système de pression où ils n'ont pas du tout de capital culturel pour aider leurs gamins à l'école. Et du coup, avec cette méfiance aussi de l'école et une proportion à mettre les gamins dans le privé, voilà, avec une proportion peut-être plus forte d'individualisme scolaire pour faire réussir son gamin d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et du coup, ce qui ressort, c'est que pour l'électorat du RN, c'est super dur d'aller discuter avec, en étant professeur, en ayant des chiffres, parce qu'en fait, on paraît celui ou celle qui sait. Et c'est très compliqué de discuter, de dialoguer avec celles et ceux justement en premier qu'il faudrait convaincre qu'une autre politique est possible et une autre politique aurait tout intérêt à être mise en œuvre, y compris pour elle et eux en premier. Quoi. Du coup, comment vous appréhendez ce truc-là? Comment vous, dans votre pratique syndicale, vous pensez l'école comme un lieu de construction et de lutte contre l'extrême droite? Et comment est-ce qu'entre professionnels, comme professionnel, on peut se retrouver à lutter concrètement, alors qu'on ne peut pas aller discuter directement en disant moi je sais, l'école ça se passe comme ça, etc. D'abord, je pense que l'extrême droite a très bien compris que c'était un enjeu fondamental. Vous savez, il y a Parents Vigilants, un groupe lié directement à Zemmour, qui est très actif, y compris sur l'Hérault, puisque, voilà, bref, qui est actuellement en train de faire une grande enquête sur la France, dont on sait à quoi ça va aboutir, à des dénonciations publiques en citant des enseignants qui seraient qui font les choses pas bien ou autre, ce genre de conneries. D'abord, ça montre bien que l'extrême droite a bien compris. Ensuite, moi, pour très bon, je vais passer par un détour. Je vais passer par le détour du harcèlement scolaire. C'est un truc dont on parle beaucoup, Attal, il en a fait tout un truc, il est passé sur TF1 en pleurant, comme quoi il avait été victime, etc. Sur le harcèlement scolaire, l'un des trucs qui est systématiquement fait, c'est de masquer le fait qu'on est en fait sur les histoires de rapports de domination. Les histoires de domination de classe, les histoires de domination masculine, etc., etc., etc. On est sur de la domination. Et en masquant les histoires de domination, tu laisses ouvert totalement tout ce qui fait le terreau de l'extrême droite, et y compris dans une micro-société que sont les écoles, les collèges et les lycées. Et en empêchant qu'on mette en avant ces rapports de domination de classe, en particulier, on empêche que ces questions-là, et donc l'extrême droite en profite. Moi, je le vois bien dans mon lycée, où je suis donc au lycée pro Vinci, le lycée pro de la Paillade, à Montpellier, et en fait, il y a des personnes, explicitement des jeunes, qui se déclarent d'extrême droite, qui soutiennent explicitement Le Pen ou Zemmour, et y compris des mômes qui habitent à la Paillade. L'entrée, c'est quoi? C'est
les histoires de transphobie, par exemple, qui est pour eux un truc qui leur permet d'avoir des rapports de violence et de domination vis-à-vis d'un groupe, en avalant totalement tout ce qui est sur les réseaux, qui est travaillé par l'extrême droite, etc., etc. Donc